Réflexion sur la situation actuelle. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. OK? Il y a une chose qui est super importante, là. Bon, c'est sûr, la santé mentale des jeunes, elle est remise en cause. La mienne aussi, peut-être même la vôtre. Ça commence à, tu sais, le confinement, puis tout ça, ça commence à avoir son effet, malheureusement. Euh, Au niveau de l'adaptation des jeunes puis des apprentissages des élèves, ça sur quoi il faut vraiment faire attention, c'est est-ce que les difficultés que mes élèves rencontrent, elles sont dues à l'enseignement à distance ou à la pandémie? C'est vraiment là le cœur du problème là, en ce moment parce que on va vous montrer ensuite qu'est-ce qu'on peut faire en flexibilité, en adaptation, en modification. L'adaptation, là, c'est des mesures adaptatives qu'on va élaborer dans un plan d'intervention. Puis ce fameux plan d'intervention-là, ces mesures adaptatives-là, on les mettra pas parce que là, vous allez vous apercevoir que on a l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, puis qu'à peu près tous nos élèves devraient avoir un plan d'intervention, alors que il faut faire attention. L'élève va avoir une difficulté d'apprentissage quand ces difficultés sont connues, puis qu'elles sont récurrentes et qu'elles ne sont pas nouvelles de cette année. OK? Donc, c'est là où il va falloir faire attention. Il y a un document super intéressant. Voyons. Ma souris est comme super sensible, pardon. Il y a un document vraiment intéressant, je pourrais vous le partager. L'école en temps de pandémie, favoriser le bien-être des élèves et des enseignants. C'est un document qui est assez volumineux, 31 pages, là, mais quand même. Mais il y a des informations super intéressantes dans ce document-là. Si jamais ça vous intéresse de le lire, je vous le mets dans le clavardage. Vous avez aussi le lien dans la présentation. Mais bref, ça vient vraiment parler de la santé mentale des jeunes, de l'adaptation puis de leurs apprentissages. Et je vous donne un exemple ici, c'est un exemple de la page 9. On vous donne des conséquences probables de la pandémie sur la santé mentale, sur leur adaptation, puis sur les apprentissages. Fait que ça peut vous donner des pistes par rapport aux difficultés. Est-ce que l'élève est vraiment en difficulté récurrente ou si c'est vraiment dû euh, à la pandémie? Santé mentale, on parle d'anxiété, là, puis on le sait, il y a plusieurs élèves qui ont été, puis on avait eu la discussion, là, juste le fait de revenir à temps plein à l'école, c'était une source d'anxiété. Sortir à l'extérieur, maintenant, ça devient une source d'anxiété. Et puis, ici, une petite parenthèse, là, mais je suis allée chez le dentiste en fin de semaine avec mes 3 enfants. Et puis, mon plus vieux de 12 ans rentre chez le dentiste parce que lui, il n'avait pas de rendez-vous, il est avec son iPad. Il s'installe, mais tu sais, genre de travers dans sa chaise avec les pieds relevés sur le bord de la chaise, comme s'il était à la maison. Puis je me suis dit, ben, mon Dieu, je dis non, j'en ai pas à la maison, là. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que même les conventions sociales, là, parce que les jeunes sortent moins, on dirait qu'ils oublient. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Il faut comme leur rappeler comment on se comporte en société quand on n'est pas dans notre salon ou dans notre chambre. Je ferme la parenthèse perso. Dites pas non, que je vous ai raconté ça. Adaptation, tu sais, des jeunes, de l'agitation, de l'agressivité, repli sur soi, des frustrations sociales, de la solitude, c'est toutes des exemples là, d'émotions ou de comportements qui, qui peuvent être dus à la pandémie. Puis, par rapport aux apprentissages des élèves, là, je mettrais surtout l'emphase sur le manque de disponibilité cognitive. Tu sais, des visioconférences, là, toute la journée, c'est vraiment drainant, là. Puis, tu sais, nous, on l'a vécu parce qu'on est allé à la COPS la semaine dernière. Puis, on était vraiment, tu sais, en mode je reçois de l'information toute la journée. Puis, on était brûlés à la fin de la journée, là. Je voyais même plus clair. Fait que, tu sais, les élèves, là, après une journée d'enseignement en visioconférence à recevoir du contenu, ça se peut qu'ils ne soient pas disponibles cognitivement là, pour faire des devoirs supplémentaires puis faire des lectures. C'est très exigeant. Bref, tu sais, le document est super intéressant. Là. Je vous invite à le lire, peut-être pas d'un bout à l'autre, mais au moins à aller au travers. Ça, je ne rentrerai pas non plus là-dedans parce que vous le savez, là, vous avez eu plein de rencontres sur les apprentissages à prioriser pour cette année, mais c'est vraiment important parce qu'en enseignement à distance, veut pas, on n'a pas le temps de voir
tout ce qu'on aurait le temps de voir en présentiel. Fait que je vous ai remis le lien, mais je ne rentre pas plus dans les détails que ça. C'est juste un rappel amical. Dresser un portrait de classe, c'est super important pour essayer de cibler nos élèves qui sont en difficulté. À ce moment-ci, vous l'avez probablement déjà fait, mais c'est vraiment important. Puis, il y a certains outils numériques qu'on peut utiliser dépendamment de ce qu'on cherche à savoir. Fait que, par exemple, les Plickers, quand on est en présentiel, ou Quizzes, Kahoot, puis les Google Forms, c'est vraiment génial pour aller voir si les élèves ont les connaissances préalables à une notion, ou même à la fin d'une séquence, est-ce qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour poursuivre. Puis, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la caméra, donc de l'enregistrement, soit audio uniquement, ou l'enregistrement, par exemple, de l'écran avec un Jamboard, où est-ce que les élèves vont pouvoir démontrer l'acquisition de leurs compétences. Donc, si on veut, par exemple, qu'ils nous démontrent comment ils arrivent c'est quoi le processus pour arriver à une solution X, ça peut vraiment être intéressant. Donc, des types d'outils pour des intentions différentes. Ici, on vient voir si les élèves ont développé les connaissances nécessaires, puis la caméra Jamboard ou même Flipgrid qu'on vous a déjà présenté pour voir si l'élève a les compétences nécessaires pour poursuivre. Je donne un exemple. Par exemple, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, il y a des connaissances à avoir. Est-ce que je sais c'est quoi un auxiliaire? Est-ce que je sais c'est quoi un participe passé? Puis après ça, c'est de voir au niveau de la compétence. J'ai beau, les élèves, là, ils la connaissent toutes, là, la fameuse règle. Ils la connaissent par cœur, mais ils ne sont pas capables de l'appliquer. Fait que c'est deux façons ici là, intéressantes de voir si les élèves savent ce qu'il faut avant de commencer. Puis après ça, c'est quoi les difficultés que les élèves éprouvent? On a déjà parlé des sous-groupes de travail pour aider les élèves en difficulté, puis ça, c'est vraiment bénéfique. Et quels sont après ça les élèves qui nous inquiètent? Et c'est là qu'on va venir jouer pour aider nos élèves le plus possible. Les élèves qui nous inquiètent et qui ont des difficultés qui sont récurrentes, qui persistent, on va venir en adaptation, mais avant d'aller en adaptation, qui consiste à des aménagements, puis ici je mets l'emphase sur le mot essentiel, okay? Les aménagements essentiels spécifiques à un seul élève. Okay? Ça, c'est les mesures adaptatives qui doivent être inscrites au plan d'intervention. Alors, c'est essentiel pour leur réussite, puis c'est spécifique aux besoins d'un seul élève. Avant d'arriver là, on va essayer de voir en flexibilité ce qu'on peut faire. Fait que la flexibilité, là, c'est toute la souplesse dont on peut faire preuve pour, entre autres, là, essayer d'offrir des choix le plus possible aux élèves. Puis après ça, modification, mais modification, je n'entrerai pas là-dedans. Premièrement, je ne suis pas spécialiste du tout de la modification, là, mais ça, la modification, c'est quand on vient faire des changements essentiels au programme de formation. Alors, les élèves qui sont en modification ne pourront pas, par exemple, avoir leur diplôme d'études secondaires au bout du terme parce qu'il va y avoir une modification au programme. Je vous ai remis le lien vers le document de référence de la différenciation pédagogique parce que c'est un document qui est super important, super intéressant, puis qui vous donne des tonnes et des tonnes de pistes. Je vous le mets tout de suite dans le clavardage. C'est vraiment pas beau, l'hyperlien, mais je fais ça rapidement. Alors, je reviens ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, c'est bon. Moi, je te suis. Excellent. Allô, Nicolas? La flexibilité. Fait que la flexibilité, là, dans le fond, c'est considéré comme du palier 1 parce que c'est quelque chose qu'on va offrir à tous nos élèves. Et puis, on peut également faire des regroupements de besoins semblables en palier 1. Donc, par exemple, si je m'aperçois que j'ai 5-6 élèves qui ont plus de difficultés, bien, je vais les prendre à part, je vais les accompagner de façon plus étroite, pendant que les autres élèves, eux, sont capables de travailler en asynchrone ou de façon plus autonome. Il y a par exemple, en flexibilité, on va offrir une variété d'outils puis de ressources, dont Usito. Patrick, est-ce que tu veux parler d'Usito? Certainement, Mélissa.
Donc, Usito, c'est un dictionnaire qui était, avant, qui était payant, et puis maintenant qui est devenu gratuit depuis à peu près 1 an et demi à peu près. C'est un dictionnaire qui est fait par l'Université de Sherbrooke. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment québécois. Les références sont québécoises. Puis, ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe de TI, on a développé une façon d'utiliser Usito sur les postes PC. Donc, on peut même s'en servir. On a une dérogation du ministère pour s'en servir en situation d'évaluation. C'est-à-dire que si l'élève rentre avec les PC, et au lieu de mettre son identifiant mot de passe CS, s'il rentre Usito comme identifiant puis mot de passe Usito, il va entrer sur le PC. Ça va être seulement Usito qui va fonctionner. Donc, le page web va ouvrir. Ça va être impossible d'aller sur d'autres sites que le dictionnaire. Et puis, il ne peut pas aller non plus sur d'autres logiciels. Fait que ça devient comme un ordinateur kiosque qu'on appelle, qui est réservé seulement à Usito. Fait que dans le fond, on peut mettre des postes en arrière de la classe et puis ouvrir ça à Usito, puis les élèves peuvent l'utiliser comme un dictionnaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Aimé, on a la conjugaison, puis on a toutes les définitions sont là, donc c'est vraiment un dictionnaire complet. Et ça, je vous le rappelle, on est toujours en flexibilité. Flexibilité, ça inclut, en évaluation. Donc, Karine qui dit en français, à Leblanc, on l'utilise depuis l'année passée. Alors, les élèves y ont accès. C'est le seul temps où, par exemple, en flexibilité, ou en situation d'évaluation, les élèves n'auraient pas le droit d'utiliser le dictionnaire, c'est par exemple en univers social parce que ça vient définir des concepts. Puis si je ne me trompe pas, aussi en mathématiques, c'est la compétence 1 ou 2? Je ne le connais pas. Ben, 1. Compétence 2. Je pense que c'est ça. J'y arrive un peu après, mais bref. Mais sinon, en français, en situation d'évaluation, on peut l'utiliser. Ça, il n'y a pas de problème. Quelque chose aussi, mais ça qui est intéressant dans Usito, c'est qu'il est relié aussi à la liste orthographique du ministère. Donc, si vous allez dessus, vous allez pouvoir trouver la liste orthographique. C'est des mots du primaire, mais souvent les profs du secondaire me disent ça, c'est le fun de voir les mots qui sont supposés d'avoir vus en première année primaire, par exemple, ou bien en 6e année. Fait qu'on a toute la liste qui est vue au primaire. Bref, un super bel outil dont tous les élèves peuvent bénéficier. Dans la flexibilité aussi, il y a de proposer des sujets différents liés à la compétence à développer puis les intérêts des élèves. Fait que c'est toujours de leur donner un maximum de choix, quitte à ce que ça soit des tâches qui vont venir mesurer la même compétence, qui vont venir évaluer les mêmes compétences, mais des tâches qui sont quand même différentes avec des sujets qui sont différents. Puis juste ça, veux pas, là, c'est vraiment le fait d'offrir des choix aux élèves, c'est ultra motivant. On leur donne le sentiment qu'ils ont un pouvoir, alors qu'ils n'en ont pas vraiment. C'est un peu une illusion, mais juste ça, ça leur donne un petit bonbon, puis ça fait en sorte qu'ils vont s'investir davantage dans la tâche. Accepter différentes formes de présentation, de contenu, de structure, puis de procédure. Là, je m'excuse, mes exemples sont souvent en français parce que je veux pas, c'est la matière que j'utilise, mais honnêtement, je vous inviterai par la suite à lever la main et donner d'autres exemples dans d'autres matières de flexibilité par rapport aux formes de présentation. Mais, par exemple, je donnais, les élèves devaient lire un roman. Je veux pas, là, au secondaire, puis même au primaire, on fait lire des romans. Bien, proposer des sujets différents, les élèves, c'était des choix libres. Alors, ils choisissaient le roman qu'ils voulaient. Je devais juste l'approuver au départ parce qu'il y a des élèves qui s'essayent de prendre des romans de 40 pages, là, écrits ça de gros. Fait que le sujet, le roman au choix. Puis les différentes formes de présentation, bien, les élèves là, ont plein de façons de démontrer leur compréhension d'un texte qui a été lu. C'est pas obligé d'être 53 questions à chaque chapitre, là. Fait que les élèves avaient le choix de me faire un booktube. Fait que dans le fond, c'est un YouTube, là. Ils faisaient une vidéo où est-ce qu'ils racontaient les grandes lignes du roman, puis ils faisaient leur appréciation par la suite. D'autres avaient le choix de faire un Facebook. C'est un fake book là, du personnage principal. Alors, il fallait qu'il fasse des posts en lien avec des moments de la vie du personnage. On pourrait faire ça aussi en univers social, avec, par exemple, un personnage historique. Là, on fait comme s'il y a une page Facebook, puis on raconte un peu l'histoire de sa vie à travers Facebook.
Bref, il y avait plusieurs choix. Ça pouvait être une lettre écrite à l'auteur, ça pouvait être le journal intime d'un des personnages. En tout cas, bref, il y a plein de choses qu'on pouvait faire. Puis toutes ces activités-là, ben, ça démontre la compréhension de l'élève de ce roman-là. Puis comme prof, on n'a pas besoin d'avoir lu le roman. On le sait tout de suite si l'élève a lu ou pas le roman. Ça paraît, là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner des exemples dans leur matière de flexibilité? Benoît, vas-y. Je peux y aller. En fait, avec Éric Ouimet, un collègue en histoire, puis avec Sylvain Plourde aussi à l'école virtuelle, on est en train de monter un projet pour la fin de l'année où, en univers social, il y a une des compétences, c'est de caractériser une période historique. L'élève va devoir, en fait, on va monter un site web de voyage dans le temps. Puis l'élève va devoir choisir une période historique, puis la caractériser lui. Puis dans sa présentation, là, ben, il va faire le choix de la période historique en soi. Puis ensuite de ça, il va choisir s'il veut le présenter avec un Google Slide, un enregistrement audio, vidéo, tout ça. Donc, il va avoir parmi tous ces choix-là, là, autant dans le choix du sujet que dans le choix de la présentation aussi par la suite. On a ce projet-là en cours. Génial. Fait que tu viens jouer sur le dernier point, là, les moyens de présentation aussi. Là, donc, les élèves peuvent remettre leur travail de différentes façons. Puis, tu sais, j'ouvre la porte aussi quand vous avez des projets comme ça là, qui intègrent le numérique et que, tu sais, ça ne vous dérange pas de les partager. Là. Nous, on aimerait ça alimenter la trousse numérique là, avec des projets, tu sais, pour inspirer les enseignants. Fait que, nous, on veut le garder pour nous, preneur. par contre. On ne veut pas le partager. Je le sais, vous êtes de même, hein? Mais bref, tu sais, c'est super intéressant de voir ce que les gens font, puis de, tu sais, dans le fond, l'équipe TIC, là, ce qu'on souhaite le plus possible, là, c'est de décloisonner les écoles, tu sais, de créer des alliances, là, si on veut, à l'intérieur, tu sais, dans toutes les écoles, puis de partager les beaux projets puis les bons coups. Alors, c'est un peu notre souhait. Alors, si vous voulez embarquer là-dedans, excusez, je lis le clavardage, Mathieu qui dit « Présentation d'une réalité historique à la manière d'une conversation Messenger ». L'exemple n'est pas de moi, OK. Ah, mais c'est cool, pareil. Ah, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, si vous avez des exemples en plus, là, des exemples de travaux d'élèves, là, que les élèves acceptent que vous les partagiez, tu sais, pour offrir des exemples de ce qui est attendu, ce serait vraiment génial. Merci, Benoît. Merci, Mathieu. Pierre-Luc? Oui, bien, je voulais juste donner un exemple très simple là, de différenciation pédagogique, surtout en ligne. J'ai vu beaucoup de collègues faire un meet, par exemple, avec tout le groupe des élèves quand ils sont en ligne. Puis quand il y avait des élèves qui avaient besoin de questions ou d'accompagnement plus personnalisé, le prof ouvrait un deuxième meet ou un breakout room, peu importe. Fait que juste ça, ça en est de la flexibilité pédagogique, de la différenciation pédagogique. Fait que déjà, à la base, on est là. Là, après ça, dans la production de travaux, dans les évaluations, c'est clair qu'il faut aller un peu plus loin et offrir plus de choix, mais à la base, juste dans l'accompagnement au jour le jour, là, juste ça en ligne, ça peut être déjà une grosse différence. Ah oui, définitivement. Merci Pierre-Luc. Puis on en a parlé aussi avec la formation synchrone asynchrone, où est-ce qu'on parlait des sous-groupes de travail, comment on peut s'organiser. Fait que ça, c'est évident. Merci. Puis ça se fait en classe aussi, là, quand on est en présentiel, là, surtout si vous avez la chance d'avoir des ordinateurs là, ou des outils numériques. Ce que je faisais avec les élèves, c'est que je donnais une tâche pour ne pas les déranger, là, les autres élèves. Fait que j'avais 25 élèves, mettons, qui étaient avec des ordinateurs. Et là, il y avait une tâche d'écoute ou peu importe. Ou, moi, j'avais aucun problème à leur laisser écouter de la musique tant qu'ils mettaient une piste de lecture puis qu'ils ne retouchaient plus à la musique après. Fait qu'ils rentrent dans leur bulle, ils font leur travail. Puis moi, ça me donne la chance de travailler en sous-groupe avec mes 5-6 autres élèves. Puis quand je parle puis que j'échange avec les élèves, ben, je ne dérange pas tous les autres qui sont autour. Fait que cette flexibilité-là là, d'avoir un sous-groupe en classe, ça se fait aussi. Puis sinon, ben, ce que je faisais, c'est que je sortais mes 5 élèves dans le corridor en gardant tout le temps une oreille attentive là, sur mon groupe, là, mais c'était une autre chose que je faisais également. En flexibilité aussi, là, ce qu'on peut faire, parce qu'on a de plus en plus, surtout au secondaire, là, des enseignants ressources, on en a beaucoup. Puis, c'est Audrey Grandmaison, qui est conseillère pédagogique en orthopédagogie, qui
dans le fond, met de l'avant de plus en plus le co-enseignement. Fait que c'est pas l'enseignement ressources devient pas je prends des élèves dans ton groupe puis je les sors pendant la période. Il y a vraiment un travail d'équipe, on appelle ça aussi team teaching là, en anglais. Puis ça a beaucoup d'avantages. Ça réduit le ratio enseignant, ça augmente les interactions avec les élèves. Bref, j'en ferai pas la lecture. Mais aussi, ce qui est le fun avec le co-enseignement, c'est que c'est pas spécifique à 3-4 élèves du groupe qui ont été ciblés. C'est vraiment tout le groupe qui en bénéficie. Et puis, je vais vous montrer, il y a le document de référence, vous y avez accès également. Je vais essayer de grossir. Puis, ce qui est le fun dans ce document-là, c'est que c'est très, très visuel. Alors, là, vous le voyez, dans une même classe, ça peut être un enseignant puis un enseignant ressources. Il y a certaines écoles aussi qui ont adopté le modèle de 2 enseignants carrément. Et il y a 8 configurations possibles. Alors, un enseignant, l'autre observe. L'autre observe, puis il peut peut-être circuler pour répondre aux questions, là, peu importe. Ou l'autre soutient. En enseignement en atelier, donc chaque enseignant prend un groupe d'élèves pour y aller en atelier. Il y a l'enseignement alternatif aussi. On pourrait se diviser, par exemple, les séquences d'enseignement. Un commence avec un sous-groupe, l'autre suit avec l'autre groupe. L'enseignement en parallèle. Bref, il y a 8 pistes différentes. Enseignement partagé, c'est vraiment le fun là, de faire ça. Je l'ai fait avec une de mes collègues. Parce que, on a une façon d'enseigner la matière, veut pas. Puis les autres enseignants, là, ils ont d'autres façons, d'autres exemples, d'autres approches qui viennent vraiment, ajouter quelque chose de super intéressant à un enseignement. Là, je trouve, en tout cas, j'ai trouvé ça ultra bénéfique là, de pouvoir enseigner de façon partagée comme ça. Puis aussi, quand on est 2 enseignants à circuler dans la classe pour répondre aux questions des élèves, on s'entend qu'on vient vraiment soutenir la majorité de nos élèves qui sont en difficulté. Puis, ce qui est l'enseignement ressources, quand il y a 3-4 élèves qui sont ciblés, mais ça fait en sorte que s'il y a d'autres élèves qui, par exemple, avec une notion spécifique, ont de la difficulté, mais qui ne font pas partie des 3-4 élèves ciblés, bien, eux, ils n'ont peut-être pas le soutien nécessaire pour poursuivre. Alors que quand on est en co-enseignement, bien, peu importe durant l'année, là, si l'élève a plus de difficultés, moins de difficultés à n'importe quel moment, bien, tous les élèves vont bénéficier d'un support supplémentaire. Fait que, Émilie Dubé, tant mieux si c'est comme ça que tu travailles pour ta ressource, là, parce que c'est vraiment, vraiment bénéfique. Fait que, bref, je sais que les tâches s'en viennent, là, fait que ça pourrait peut-être être quelque chose à essayer, du moins dans vos écoles. Fait que je vous ai mis, vous avez le document que je viens de vous présenter, là, juste ici dans le bas de la page. On a une main levée, je pense que c'est Jean-Bernard. C'est ça? Oui, c'est moi, mais en fait, ma main levée, c'était pour tantôt côté flexibilité. C'est c'est pas grave, c'est pas grave. Dans le fond, ce que j'ai remarqué, moi, avec les élèves dans mes 2-3 dernières années, c'est que beaucoup de gens sont super anxieux avec la présentation orale. Vraiment plus que je pensais ou plus qu'avant. Je sais pas si c'est un nouveau phénomène. Donc, dans ma situation à moi, souvent j'ai 3 options pour la présentation orale. Vu qu'on est en hybride, soit ils le font quand c'est en classe devant tout le monde parce qu'ils veulent puis ils veulent encourager les autres, soit j'ai mis des rendez-vous différents pour qu'ils le fassent tout seuls avec moi en meet, pas devant tout le monde. Puis dans des cas un peu plus extrêmes, je les laisse s'enregistrer puis m'envoyer le vidéo, puis je le regarde après, puis j'évalue la présentation orale de cette façon. Ça me donne rien de rendre mes élèves anxieux. Moi, je ramasse pas de vomi, je fais pas de bouche à bouche durant le COVID. juste pendant le COVID? Peut-être jamais. Mais dans le fond, j'ai pas le temps, dans le fond, de comment dire ça, gérer des problèmes de santé durant les présentations orales. Fait que si je peux trouver quelque chose qui les rend plus confortables, puis je peux quand même évaluer leur capacité, parce que dans le fond, j'enseigne espagnol. Donc, si je peux quand même évaluer leur capacité à présenter en espagnol de façon correcte, ben, avoir cette flexibilité, ça m'arrange. Il n'y a aucune raison de les forcer à faire devant tout le monde. Donc, c'était plus pour mon commentaire de flexibilité tout à l'heure. Ah ouais, puis je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, accepter différentes formes de présentation, ben ça fait partie de la flexibilité. Puis des fois aussi, de juste faire des présentations de groupe, tu sais, de sous-groupe, si on veut, mettons, on met les élèves, tu sais, 2-3 ensemble, chacun font leur partie. Il y en a qui n'aiment pas ça faire ça parce que ça devient difficile d'évaluer parce que
as comme plein de choses à évaluer en même temps. Fait que moi, j'ai pris l'habitude de toujours filmer mes présentations orales. Alors, je suis plus disponible pour vraiment écouter ce qu'ils sont en train de dire. Je prends quelques notes, mais c'est tout. Puis après ça, je regarde à nouveau les vidéos. Puis ce qui est intéressant, c'est que les vidéos, ben, on les partage aux élèves. Parce qu'ils sont, sont en train de présenter, ils ne se souviennent pas ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien. Fait que, comment tu fais pour apprendre de tes erreurs si c'est vraiment, tu sais pas vraiment ce que tu as fait comme erreur, de quelle façon tu peux t'améliorer. Alors, cette vidéo-là, enregistrée, moi, je la prends pour m'assurer que mon évaluation, elle est fiable, elle est juste. Et je la partage aux élèves pour qu'ils puissent travailler sur leurs difficultés puis que la prochaine présentation soit meilleure. Fait que, il y a un gros avantage. C'est soit que l'élève lui-même se filme ou nous, on les filme quand c'est une présentation en classe parce que c'est hautement utile. Ça fait une meilleure rétroaction. Oui, exact. Alors, Patrick, tu m'arrêteras quand ce sera la pause, OK? Les difficultés de l'élève persistent. Alors, si on a, puis là, c'est pas dû à la pandémie, vraiment, on a essayé de tout mettre en place en flexibilité. On a beau leur donner des choix, ils ont beau avoir, par exemple, Usito, on a beau les aider avec du co-enseignement, les difficultés, elles persistent. Bien là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à expérimenter certaines mesures adaptatives, dont également des mesures adaptatives qui sont technologiques. Adaptation, modification, ici, je vais juste faire un petit parallèle entre les deux. Offrir du temps supplémentaire, un tiers de temps supplémentaire, c'est de l'adaptation. Ici, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment rare que seul le tiers de temps supplémentaire va venir régler le problème de l'élève. Là, le problème, c'est mal dit, là, mais va venir aider la difficulté de l'élève. Généralement, là, quand un élève a besoin de temps supplémentaire, c'est parce qu'il y a une autre raison derrière ça, qui fait en sorte qu'il va avoir besoin de plus de temps pour réaliser une tâche. Réaménager un texte de l'aération. Tantôt, on va vous montrer aussi une extension là, sur le web qui permet justement d'enlever tout le fluff-là. Permettre l'utilisation d'outils d'appareils de lecture, que ce soit une fenêtre de lecture ou une télévisionneuse. C'est peut-être moins présent au secondaire, mais il se pourrait qu'il y ait des élèves qui ont encore de la difficulté. C'est comme si les lignes se mélangent entre elles. Et permettre l'utilisation, par exemple, de la synthèse vocale pour la révision d'un texte. Je vais y revenir. En modification, fait que là, en modification, la modification, c'est quand on vient modifier le programme. Fait que c'est les élèves qu'on va avoir tout essayé en adaptation. On va leur avoir mis toutes les adaptations possibles. On va avoir fait tout ce qu'on peut en flexibilité. Puis malgré ça, ils réussissent toujours pas à réussir. Là, on pourrait envisager une modification. Puis généralement, c'est les élèves qui vont avoir des parcours particuliers ou les élèves qui sont en adaptation scolaire. Donc, eux, on va venir simplifier la tâche. On va autoriser, par exemple, l'accès à Internet pour leur donner un maximum d'outils. On va faire des suggestions qui vont orienter les réponses, leurs réponses. On va poser des questions pour les aider. Puis ici, tu sais, c'est pas juste une fois de temps en temps, on va pister un peu l'élève. C'est de façon systématique, il faut le faire, sinon l'élève est jamais capable de compléter sa tâche. Mélanie, je vois que tu as levé la main, super, tu vas pouvoir venir ajouter des infos. Oui, c'est justement, je vais faire. Je te laisse. Ouais. Puis finalement, c'est en modification, c'est qu'on va venir faire des choix dans le programme de formation de l'École québécoise. Donc, on va venir éliminer certaines parties parce que l'élève, on sait qu'il ne réussira pas à tout faire. Donc, on va vraiment venir cibler des compétences puis des connaissances dans le PFEQ. Fait que, modification, c'est vraiment ça, c'est qu'on vient vraiment modifier les attentes, on vient abaisser les exigences au niveau du programme. Tandis qu'en adaptation, on ne touche pas du tout au programme. Il n'est pas modifié, les attentes ne sont pas abaissées, les attentes sont les mêmes que pour les autres élèves. Mélanie, vas-y. Peut-être te présenter d'abord. Oui, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bien, il y a quelques personnes que je connaisse, d'autres pas du tout. Donc, Mélanie Gagné, orthopédagogue, SASAF pour tout ce qui est les élèves issus de l'immigration, tant en classe ordinaire que les élèves en classe d'accueil. En fait, concernant la modification aussi, les élèves sont en bulletin modifié. Donc, on va éventuellement, quand ils sont en bulletin modifié, c'est un parcours plus qualifiant qu'au niveau que d'aller vers la diplomation, ça va être plus vers la qualification.
Donc, il faut avoir ça comme en tête, là. Fait que les élèves qui sont en bulletin modifié, il arrive des exceptions parfois où un élève, on va le mettre dans une seule matière en bulletin modifié. Pour justement y permettre l'accès à la diplomation, mais c'est des décisions des fois difficiles parce que ça peut aussi faire en sorte qu'il va y avoir un manque d'unité ou de crédit là, pour obtenir son diplôme. Fait que quand on est dans la modif, hyper important, on est en bulletin modifié, donc plus vers une voie de qualification. On parle entre autres du CQPL là, qui peut aider à ça plus que la diplomation. Voilà. Merci, Mélanie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à adaptation, modification? Puis après ça, on va rentrer vraiment dans les outils d'adaptation au niveau techno. Émilie? Oui, moi, j'ai une question. Cours de français, élèves en mesure d'appui, 3e secondaire. Il y a théoriquement ces crédits de premier cycle, mais dans les faits, c'est un élève qui est de niveau première secondaire, là. On le sait qu'il va s'en aller justement au professionnel. Donc là, je pourrais faire une modification. Ça serait le genre de possibilité? Écoute, je suis vraiment pas certaine. Pour les cas d'élèves, là, parce que pour mettre les élèves en modification, Mélanie, corrige-moi si je me trompe. Il faut un élève en adapte, alors que là, il est au régulier. C'est un peu ça? Mélanie? En fait, dans l'exemple que je pensais, c'est j'ai un exemple concret, là, sans nommer les noms, à Mont-la-Salle, des élèves qui ont une dyslexie, une dyscalculie très, très sévère avec dyslexie en mathématiques, qui seront jamais en mesure de réussir. Il faut faire de la modif. On ne peut pas faire juste des adaptations. Fait que ces élèves-là, on leur permet exceptionnellement d'être au régulier parce que tout le reste des matières fonctionne. C'est vraiment c'est des cas d'exception où on va les mettre on n'aura pas le choix en mathématiques, on va les mettre en modif. On doit vraiment modifier les attentes du programme. Donc, eux, ça va avoir une incidence, c'est sûr, sur la diplomation, mais pour les permettre d'être au régulier et non en, qu'est-ce que tu viens de dire, SA, bien, à ce moment-là, on va faire une exception comme ça. Habituellement, l'élève qu'on envoie en SA ou au CQPL, ça va être pas mal généralisé au niveau des matières. Ça va être un élève qui, éventuellement, on a fait passer d'une année à l'autre, mais il traîne, il est en échec dans les deux matières. Là, il s'en va vers ça, qui peut mener aussi vers une qualification au niveau professionnel. Fait que c'est dans ce senslà là, que j'ai apporté la nuance. Ça répond parfaitement à ma question. C'est vraiment plus le deuxième type de trajet pour mes élèves. Parfait. Merci. Jean-Bernard? Ouais, donc j'ai une question. Là, malheureusement, je n'ai pas le nom du logiciel en question, mais je sais que les élèves en secondaire de 3 à 5 au moins, là, qui sont dyslexiques, ils ont comme un programme sur l'ordinateur pour les aider un peu. C'est WordQ ou Lexibar, là, je vais y arriver tantôt. OK, WordQ. Là, j'ai un problème parce que j'ai ces mêmes personnes-là qui sont dyslexiques en espagnol. Puis là, ben, j'ai pas de WordQ en espagnol. Si jamais vous avez une espèce de plan B, fine. Parce que sinon, pour l'instant, mon seul anglicisme, là, mon seul workaround, c'est des fois travailler dans un Word qui a genre l'autocorrect un peu en espagnol, puis je peux éviter certaines choses. Puis quand c'est pas possible, si c'est une production écrite qui est directement sur papier, ben, quand je vois qu'ils sont, par exemple, à 57-58%, ben, je suis prêt à moduler la note parce qu'ils travaillent sans leurs outils réguliers d'écriture qu'ils auraient normalement accès en anglais et en français. Là, je ne serais pas à l'école à acheter un programme juste pour espagnol, là, mais si jamais vous avez peut-être un plan B ou une suggestion, ça serait apprécié. Sinon, dans l'immédiat, ma béquille, là, c'est d'utiliser un Word puis de le modifier en espagnol pour qu'il y ait un peu d'autocorrect. Puis je module la note en fonction de l'effort qui a été mis là, dans le travail. Je vais essayer de voir parce qu'il me semble que il me semble qu'il y a un des deux logiciels qui le permet, mais il va falloir que je vérifie à la pause. Merci beaucoup. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Moi, en fait, je veux juste ajouter, Jean-Bernard, c'est des... Ben, je ne veux pas prendre trop de temps, mais on pourra s'en reparler. C'est des élèves qui sont hispanophones, mais qui apprennent le français?
Non, c'est des élèves qui sont francophones qui apprennent l'espagnol. Ah, d'accord, excuse-moi. C'est bon. C'est ça. Merci. Je me prenais une note. Bref, tout ce qui est adaptation, modification, là, il faut absolument que ça soit écrit dans le plan d'intervention de l'élève. Là, vous le savez, vous en faites, vous êtes tous amenés à en faire. Je vais juste vous montrer, on a un site web, Soutenir l'élève à besoins particuliers, site web qui va être revampé fois 50 000, là, où est-ce que toutes les informations en lien avec les mesures adaptatives, les outils techno, toutes les fonctions d'aide technologique aussi vont s'y retrouver. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'informations sur ce site web-là. Je vais vous le mettre dans le clavardage, là. Alors, quitte à, par exemple, les outils d'aide, je vais juste aller dans formation, par exemple. Outils d'aide, mesure 3810. Vous avez toutes les balises légales. Entre autres, dans les balises, ce que ça dit, c'est que si un élève en cours d'apprentissage n'a pas utilisé ses fonctions d'aide, il n'a pas le droit de l'utiliser en situation d'évaluation. Alors, si par exemple un élève a, on va le voir là, tantôt, la prédiction de mots là, avec WordQ, mais qu'il ne l'a pas utilisé tout le long de ses apprentissages, il ne peut pas l'utiliser en évaluation. Fait qu'il faut l'avoir utilisé en cours d'apprentissage. Alors, quelles sont les adaptations possibles? Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et là, je suis dans toutes les disciplines. Là, il y a juste une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en cours d'apprentissage, les élèves peuvent utiliser tous ces outils-là. Ils pourraient l'utiliser. Là, les mesures adaptatives qui se retrouvent au plan d'intervention, c'est pour donner l'autorisation à l'élève d'utiliser ces mesures adaptatives-là également en évaluation. OK? Fait que c'est ça la nuance. En flexibilité, on peut tout faire ça. En situation d'évaluation, si on veut pouvoir faire ça, il faut que ça soit écrit au pays. Alors, synthèse vocale, c'est accepté dans toutes les disciplines, puis je vais vous montrer par la suite à quoi ça sert la synthèse vocale, parce que je pense qu'il y a des... il y a comme des... voyons, j'ai juste le terme en anglais. Misconception. Il y a des... quelqu'un qui peut m'aider, s'il vous plaît? Mauvaise conception. Merci! Vision, mauvaise conception. Mauvaise conception là, par rapport à ce à quoi sert la synthèse vocale. Le tiers du temps supplémentaire, il est accepté, mais comme je disais tantôt, ce n'est pas une solution en soi. Là. Il faut investiguer davantage pour essayer de déterminer pourquoi l'élève a besoin d'un tiers de temps supplémentaire. Puis, il y a le dictionnaire bilingue. Mélanie, j'imagine que c'est ça sur quoi tu veux intervenir. Donc, oui, vas-y. Oui, excuse-moi, mais ça, je voulais juste dire que pour le dictionnaire bilingue, ce qui est là est super bien écrit, c'est excellent. C'est juste qu'au niveau du plan d'intervention, on n'a pas besoin de l'ajouter au plan d'intervention. Oui, voilà. Super. Excellent. Mais par exemple, ça, c'est jusqu'à 2 ans après. Après, Mélanie, après le fameux 2 ans, est-ce qu'il faudrait, admettons qu'on détermine que l'élève en a encore besoin, est-ce que c'est une mesure adaptative encore s'il est au pays? En fait, ça pourra pas être une mesure adaptative. Non, à moins de le permettre en écriture, je crois, mais il faudrait vérifier. Puis quand on dit le 2 ans, pour ceux qui se souviennent, là, les élèves en francisation ont des valeurs, hein, pas des codes de difficulté. Les valeurs peuvent changer. Exemple, un élève qui a une valeur 22 va avoir un service de francisation accru, valeur 11. Et quand il tombe à valeur 10, ça veut dire que sa langue maternelle était autre que le français, qu'il n'a plus besoin de service SASAP. Et là, il a droit 2 ans après valeur 10. C'est rare que j'ai vu, une fois qu'il est rendu valeur 10, il a droit à 2 ans. C'est rare que j'ai vu des cas d'élèves, là, même je n'ai jamais vu finalement, là, qui ont besoin du dictionnaire bilingue une fois qu'ils sont rendus valeur 10. Fait que tant qu'ils ont des services de francisation, ils ont droit. Pas besoin de mettre ça dans un plan d'intervention. Une fois qu'il est valeur 10, il a droit à 2 ans. Comme je dis, là, j'en ai pas vu. Fait que si jamais l'élève aura besoin d'un dictionnaire bilingue, après tout ce temps-là, peut-être qu'on n'est plus dans une difficulté d'apprentissage de la langue. Là. On est peut-être dans d'autres choses. Mm-hmm. Puis, est-ce que ça voudrait dire aussi que, par exemple, on pourrait utiliser la traduction de Google jusqu'à 2 ans après avoir reçu un service de francisation? Toi, tu parles comme Usito, comme tu as montré tantôt, là? Non, mais mettons en cours d'apprentissage, l'élève, oui. Puis admettons qu'on surveille, on pourrait utiliser aussi une traduction, là.
Oui, tout à fait. Usito aussi, sauf quand il est dans des situations de sanction. Mais le dictionnaire bilingue, lui, il est permis dans les situations de sanction. On a vraiment le libellé du ministère pour ça. Puis comme je dis, je rappelle, pas besoin de le mettre dans un plan d'intervention. La seule chose que les écoles font, puis peut-être que certains parmi vous le savent déjà, c'est que des fois, il va y avoir un genre de passeport dictionnaire dans l'agenda de l'élève pour justement éviter des situations où on voit l'élève avec son dictionnaire bilingue, puis là, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, a-tu le droit? » là? Fait que, il va avoir une autorisation. Les écoles vont se munir de ça pour les suppléants, entre autres, tout ça, pour être sûr que l'élève y a droit lorsqu'il est en situation d'évaluation. Super. Mais je le changerai peut-être pour le mettre en flexibilité, mais jusqu'à 2 ans. Super. Merci beaucoup. Ensuite, dans les compétences à lire, donc français, anglais, je vais rajouter aussi espagnol pour notre ami Jean-Bernard. Donc, pour la compétence à lire, la synthèse vocale, elle est acceptée dans toutes ces matières-là. L'enregistrement des textes lus sur un lecteur, non. Reformuler les questions non plus. Lecture des textes par un accompagnateur, c'est pas accepté, sauf au primaire. Là, fait que je n'entrerai pas dans les détails, mais on ne pourrait pas faire lire un texte aux élèves. Lecture à l'avance des textes. Quand c'est à l'école, ça rentre dans le tiers de temps supplémentaire. Donc, il faut le calculer. Puis, lecture des textes à la maison, ça, généralement, c'est non accepté, sauf si, dans les balises là, de votre examen, vous acceptez d'emblée que tous les élèves apportent leur texte à la maison. Je sais qu'il y a des examens, là, des évaluations qui sont faites de cette façon-là. Dictionnaire électronique, c'est accepté en écriture en français puis en anglais. Ça inclut, dictionnaire électronique, c'est le fameux Lexibook. C'est rare que les élèves vont avoir leur propre Lexibook. Là. Alors, je vous suggère plutôt d'utiliser Usito, qui fait amplement la job. Karine nous montre le Franklin. Dictionnaire, c'est ça, électronique. Puis, il y a les outils d'aide à l'écriture, par exemple, WordQ, Antidote et Lexibar. Il faut juste faire attention, la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, c'est genre, je dicte le texte à voix haute, puis ça retranscrit pour moi. Ça, évidemment, dans la compétence à écrire, ce n'est pas accepté en français, en anglais, puis en espagnol. Il faut prendre en considération, par exemple, là, ici, je m'excuse, je m'adresse à... Ah non, attends, je suis en mathématiques. Ah non, c'est parce que ma page, elle, c'est pas... J'ai-tu de l'écriture? Ah, c'est ça, mon écriture est cachée. Je me demandais ce qui s'était passé un instant. Ça ici, c'est plus en français. Donc, corriger partiellement une épreuve puis cibler les erreurs d'une élève, ça peut correspondre à la modification si on le fait systématiquement. Ici, là, quand je parle de corriger partiellement, ça ne veut pas dire... parce que souvent, on va dire, OK, je vais corriger le critère 1 puis le critère 2 uniquement dans ma production, dans la production des élèves. Et critères 3, 4, 5, je vais les évaluer à un autre moment. Ça, c'est accepté. Mais corriger partiellement, c'est de venir dire, je prends, par exemple, juste l'introduction, là, je calcule les erreurs, je corrige juste ça, puis ça devient la note de l'élève que j'attribue à l'élève. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce qu'on vient... abaisser les exigences. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon récurrente. Il faut vraiment, on choisit le critère qu'on évalue, puis on évalue la tâche de l'élève de A à Z pour le ou les critères qui sont spécifiés. En mathématiques, la feuille aide-mémoire, elle va être acceptée si elle est prévue dans les conditions de réalisation. Si un élève a besoin d'une feuille mémoire supplémentaire, là, ça rentrerait dans de l'adaptation. Dictionnaire électronique est accepté seulement à la compétence 1. Donc, tantôt, Isabelle elle nous disait qu'il y a le fameux Usito, là, on ne pouvait pas l'utiliser en compétence 2, mais on pourrait l'utiliser à la compétence 1 en maths. Au secondaire, la calculatrice, c'est accepté, là, fait qu'on ne se casse pas la nénette, comme on dit. Puis après ça, dans toutes les autres disciplines, autres que français, anglais, maths, dictionnaire électronique ne sera pas accepté.
Parce que, tu sais, en univers social, comme je disais, ou même en éthique et culture religieuse, ça vient définir des concepts. Ici, ça comprend USITO, puis là, on est en situation d'évaluation, je vous le rappelle. Puis là, dans toutes les autres disciplines, l'enregistrement des textes sur un lecteur, on pourrait l'utiliser. Donc, par exemple, si l'élève n'a pas la synthèse vocale, mais on veut qu'il écoute un texte, on pourrait enregistrer, tu sais, s'enregistrer en train de le lire, mais il faut être neutre le plus possible. Tu sais, c'est pas, on n'est pas en train de faire de l'interprétation théâtrale, puis on met de l'intonation. Il faut être très, très neutre. Généralement, les élèves vont avoir la synthèse vocale, honnêtement, là. Mais vous pourriez utiliser ce truc-là juste pour voir si ça aide l'élève. Est-ce qu'il réussit davantage? Est-ce qu'il réussit mieux quand il entend les questions, quand il entend le court paragraphe qui lui est présenté? Est-ce que sa compréhension, elle est meilleure? Si oui, ben, ça vous donne un indice que peut-être que je pourrais essayer la synthèse vocale avec cet élève-là. Karine, tu as levé la main, c'est en lien avec ce que je viens de dire oui. maintenant? Oui. Oui, je me questionne justement par rapport à l'interdiction d'utiliser le dictionnaire électronique dans d'autres matières comme l'univers social, mettons. Tu sais, là, on est là à dire qu'est-ce qu'on enseigne comme stratégie de lecture en français, c'est pour la lecture partout, tout ça. Quand un élève a un mot à clarifier, qui serait pas un terme sur lequel repose la question, là, une notion que l'élève doit avoir apprise par cœur en univers social, disons. Oui. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on interdit le dictionnaire, donc on suppose que l'enseignant ou l'enseignante va pouvoir définir ce mot-là pour l'élève, qui va vouloir le clarifier. Pourquoi tout à coup, il n'a plus le droit d'appliquer sa stratégie qu'il voit dans d'autres cours? On dirait que j'ai comme un gros problème avec tout ça. Oui. Mais en fait, c'est une stratégie aussi que, ben pas une stratégie, là, mais une façon de fonctionner qu'on avait adoptée aussi en français, où est-ce que, pour éviter que l'élève ait tout le temps à se référer au dictionnaire, c'est qu'on mettait des notes de bas de page. Fait que, par exemple, en univers social, pour les mots qui sont, tu sais, qu'on peut anticiper que l'élève va avoir une difficulté parce qu'il n'y a pas accès au dictionnaire, puis que c'est pas un mot qui est en lien avec la notion à connaître par l'élève, ben, on pourrait mettre une note de bas de page. Fait que, les profs d'univers social pourraient mettre, par exemple, un petit 1 qui réfère à une définition sommaire dans le bas de la page. Sauf que ce que je remarque, c'est que souvent, les profs d'univers social, de mathématiques, des autres matières, anticipent pas autant que les profs de français les difficultés de vocabulaire que les élèves vont avoir. C'est une belle opportunité de collaborer français uni. Donc, on continue d'interdire le dictionnaire parce que les élèves doivent apprendre par cœur des mots, des notions. Oui, c'est ça. Donc, dans la vie, on n'a pas le droit d'utiliser notre dictionnaire. On dirait qu'il y a comme quelque chose d'absurde, là. Écoute, je te dis pas que c'est à jour. Un petit peu aussi, Karine, je peux répondre un peu. C'est pas nécessairement d'apprendre le mot par cœur le problème, mais c'est le concept. C'est la conceptualisation qu'on travaille beaucoup en univers social. C'est sûr que lorsqu'on travaille un concept en soi, ben ça devient difficile de dire à l'élève qu'il peut utiliser un outil pour lui donner une définition sur ce concept-là, parce que ça pourrait l'aider, effectivement. Ça nous permet de moins vérifier la compréhension du concept à ce moment-là. Après ça, comme ça a été dit, pour le reste des mots, mais là, c'est ça. C'est parce que le danger, c'est que l'élève ne demande pas l'aide de l'enseignant à ce moment-là, ou l'enseignant ne va pas de l'avant pour définir les mots qui sont plus difficiles. Mais c'est une pratique qui est, normalement, on le fait. Puis, pour être allé aussi, c'est pour avoir vu des examens ministériels d'univers social, c'est fait aussi comme Lisa disait, l'Astérix, avec l'anticipation des mots qui ont de la difficulté. T'sais. Sauf que disons que copier-coller une définition de dictionnaire ne va pas montrer la compréhension d'un élève de toute façon. Non, mais ça va quand même, ça peut biaiser sa compréhension. Surtout que les élèves, ils ont tendance, quand on fait de la conceptualisation, à vouloir définir le terme plus que de montrer la compréhension. Ça peut venir jouer là-dedans, là, un petit peu. Ça va venir biaiser la compréhension. Dans le dictionnaire, tu pourrais chercher le nom du personnage historique ou un événement historique, puis tu as toutes les informations dont tu es supposé te souvenir. Fait que, bref. Il y a des allocutions aussi, des fois, des trucs comme ça qui vont aider énormément l'élève. Fait que ça revient à l'enseignant d'essayer, premièrement, si les élèves ont des questions par rapport au vocabulaire, de poser leurs questions ou d'anticiper les difficultés au niveau du vocabulaire, puis de venir mettre des définitions en bas de page. Et le sens serait rendu à la pause si... Oui, laisse-moi juste finir c'est ça. peut-être cette page-là.
Puis l'autre, puis après ça, j'ai arrêté. Lecture des textes par un accompagnateur, c'est accepté dans toutes les matières, dans toutes les autres matières, pardon, sauf, encore une fois, il faut que ça soit lu sur un ton neutre. Reconnaissance vocale, là, c'est accepté. Alors, tous les élèves, non, c'est pas vrai, là, mais les élèves pourraient, avec cette mesure-là au plan d'intervention, pourraient enregistrer leurs réponses. Donc, en univers social, on pourrait partir un enregistrement, puis l'élève font juste se verbaliser leur réponse. Ça peut être aussi un enregistrement, là, c'est soit la reconnaissance vocale, soit l'enregistrement. Honnêtement, si j'avais à pencher pour un ou pour l'autre, il me semble que j'irais plus pour l'enregistrement des réponses, là, parce que l'élève perd moins de temps à essayer de faire en sorte que la machine comprend bien ce qu'il a dit. Fait que peut-être plus facile l'enregistrement des réponses. Fait que ça, c'est super intéressant, super utile. Autre adaptation acceptée partout, l'utilisation d'un ordinateur pour retranscrire les textes, ça peut être utilisé dans toutes les matières. Accorder des pauses aussi, à moins qu'il n'y ait pas de contact avec d'autres élèves, isoler un élève, ça, c'est des genres de choses que vous connaissez déjà. Puis il y a juste enregistrer ses idées. Fait que même en univers social, enregistrer ses idées avant de commencer à écrire un texte, ça, c'est une flexibilité. Alors, c'est même pas une mesure adaptative. Les élèves pourraient tous le faire. Alors, on reprend. Alors, WordCube et Lexibar, c'est surtout de ça que je vais parler en tout cas, pour ma partie. Après ça, Patrick va rentrer dans les outils Microsoft, dans les outils Google. WordCube et Lexibar, par exemple, la seule chose, c'est que honnêtement, les logiciels sont vraiment pas compliqués. Il n'y a pas beaucoup de boutons, puis c'est pas numérique. Fait que je ne rentrerai pas dans l'aspect technique. Vous avez, par exemple, sur la trousse numérique, les logiciels disponibles au Centre de services scolaires de Laval. Vous avez, entre autres, les caractéristiques des logiciels. Donc, c'est un document aussi qui vous montre qu'est-ce qu'il y a de présent là, dans ces logiciels-là, quelles fonctions d'aide, et puis aussi combien ça coûte. OK? Fait que vous avez tout ça, les licences aussi, comment vous procurer les licences, ça se trouve ici. Puis, vous avez 2 tutoriels, donc tutoriel technique sur WordCube, l'autre tutoriel technique sur Lexibar. C'est vraiment pas compliqué. Puis, pour l'aspect technique, le survol de où je clique pour faire telle affaire, même ça sert aux élèves. Puis, c'est déposé d'ailleurs sur le site Mes outils techno. Mes outils techno, il y a cette page-là, là, outils d'aide. Il faut continuer de le bonifier, mais il y a quand même une bonne base qui est là. Fait que volet technique, ça se trouve à cet endroit-ci. Puis ça explique aussi, entre autres, les différentes fonctions d'aide qui sont les plus utilisées. Mais comme je vous ai dit, il faut continuer de le bonifier. Alors, c'est pas encore... le site n'est pas encore à son apogée, mettons. Alors, les tutoriels sont à cet endroit-là. Patrick, tu veux-tu les mettre dans le clavardage, s'il te plaît? Yes, sir. Super. Ce qui est important de savoir là, avec WordCube et avec Lexibar, c'est que premièrement, les 2 outils sont disponibles au primaire et au secondaire. Des fois, on a une tendance à prendre, par exemple, si un élève qui avait Lexibar au primaire, on a trop souvent le réflexe des switcher, en bon français, à WordCube en se disant, ben WordCube, c'est plus... c'était pas ça que je voulais que tu envoies. Des switcher à WordCube parce que WordCube est plus connu au secondaire. Chose à ne pas faire, surtout si il y a... surtout si... en tout cas, je vais rentrer dans les fonctions d'aide, mais bref, il y a certaines fonctions d'aide qui sont disponibles seulement dans Lexibar. Alors, il serait erroné de penser que les 2 outils sont équivalents. OK? Premièrement, je vais commencer avec la lecture parce que c'est celui-là qui est le plus simple, dans le sens où les fonctions d'aide, la fonction d'aide en lecture, le principal, c'est la synthèse vocale. Puis, on a tendance à croire que la synthèse vocale, c'est pour les élèves qui n'ont pas des bonnes notes en lecture en français. La seule chose, c'est que la synthèse vocale vient répondre à un besoin très spécifique qui est au niveau de l'identification des mots, du décodage. OK? Alors, si l'élève a de la misère à faire de l'inférence, la synthèse vocale, ça ne l'aidera pas. Ça va être un outil qui va juste l'énerver puis il n'aimera pas ça l'utiliser. Alors, la synthèse vocale, ça va être pour des élèves qui ont de la difficulté à associer les sons aux lettres, parce que
à force de lire aussi, par exemple, si je vous écris le mot merci, vous n'allez pas lire merci. Merci est devenu comme une image dans votre tête, puis vous n'avez pas besoin d'en faire la lecture, vous le reconnaissez le mot tout simplement. Alors, les élèves qui ont beaucoup de difficultés à faire ces deux choses-là, ils vont avoir besoin de la synthèse vocale, puis vous allez vous en apercevoir surtout avec la fluidité. C'est qu'ils vont avoir une vitesse de lecture beaucoup plus lente et ils vont être beaucoup moins précis. Fait que des fois, vous allez avoir l'impression qu'ils vont inventer des mots, qu'ils vont en ajouter. Ça va faire aussi également en sorte qu'ils vont être en surcharge cognitive parce qu'il faut qu'ils dépensent tellement d'énergie à essayer de décoder les mots puis de bien lire que souvent, ben là, ça va avoir un impact sur la compréhension parce qu'ils sont tellement concentrés à lire le mot qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Alors là, si vous leur donnez, par exemple, peu importe la matière en mathématiques, en univers social, en éthique et culture religieuse, si vous leur donnez un texte à lire, ces élèves-là, une question, ils ne seront pas capables, ils ne comprendront pas le sens de la question, puis évidemment, ben, la réponse qu'ils vont vous donner va être erronée. Alors, synthèse vocale, c'est super important dans toutes les matières. Si l'élève a besoin de synthèse vocale en lecture en français, bien, il doit utiliser sa synthèse vocale en anglais, en maths, en univers social, en éthique et culture religieuse, en éducation physique s'il y a un examen écrit qui est donné. Il doit toujours l'utiliser. OK? Fait que ça, c'est super important. Il y a un autre besoin aussi, là, c'est au secondaire, on dirait qu'on le voit moins, là, c'est plus au primaire, c'est quand les élèves ont de la difficulté à se faire une représentation visuelle des mots nouveaux. Ils ont comme de la misère à se créer une image. Ces élèves-là ont une définition de dictionnaire aussi, là, ça va être difficile. Il y a une voyons, ça s'en vient. Il y a une fonction d'aide dans Lexibar qui pourrait aider, qui est celle d'illustration. Fait qu'il y a comme des petits dessins qui apparaissent, si on veut, au-dessus des mots, mais c'est quand même très limité là, comme fonction d'aide, malheureusement. Alors ça, c'est la fonction d'aide de synthèse vocale. Puis c'est disponible dans WordQ et dans Lexibar. OK? C'est disponible dans les deux. Fait que si l'élève a le choix, si c'est juste ça sa fonction d'aide, il pourrait choisir un ou l'autre, dépendamment de ce avec quoi il est le plus à l'aise. En écriture, c'est là où ça se complexifie un tout petit peu. Alors, je vous le montre, puis ça peut aider également dans toutes les matières, là, en orthographe, pardon. Donc, étape de rédaction d'un texte avec différentes aides technologiques. Donc, il y a toujours la fonction de planification. En planification, là, organiser ses idées. Comme je l'ai dit, dans toutes les matières, les élèves pourraient organiser leurs idées à l'oral, donc s'enregistrer en train de verbaliser leurs idées. Ils pourraient aussi utiliser un idéateur graphique qui soit en ligne ou qui soit aussi sur une feuille, là, de faire des dessins, des croquis, d'organiser sous forme de bulles. Ça, il n'y a pas de limite à ce que les élèves peuvent faire. Au niveau de la rédaction, il y a la prédiction de mots. Puis je vais juste descendre un tout petit peu, là. Prédicteur orthographique, prédicteur phonétique. C'est deux types de prédicteurs. Puis tantôt, Karine nous montrait le Franklin, là, puis le Lexibook. Parce qu'il y a deux types de dictionnaire électronique. Puis vous allez voir, ça répond à deux fonctions différentes. Le prédicteur orthographique, l'élève qui fait beaucoup d'erreurs au niveau de l'orthographe du mot, on va pouvoir lui donner le prédicteur qui se trouve dans WordQ et qui se trouve dans Lexibar. OK? Ça se trouve dans les deux. Prédicteur phonétique, l'élève qui systématiquement fait des erreurs à l'écriture des sons. Donc, par exemple, dès qu'il y a le son « an », l'élève ne se casse pas la tête, il écrit « an » tout le temps. Ou c'est très aléatoire. Des fois, c'est « an », des fois, c'est « en ». Il ne fait pas la distinction entre les deux. Ça se pourrait que le prédicteur phonétique soit davantage bénéfique pour lui parce que si l'élève fait des erreurs au niveau de l'écriture du son en début de mot, le prédicteur orthographique ne l'aidera pas. Il faut que les premières lettres du mot soient bien orthographiées pour que le prédicteur orthographique
génère des suggestions de mots. Puis si vous voyez que l'élève, il ne trouve jamais son mot, là, ça apparaît jamais dans sa liste, ben c'est peut-être parce qu'il aurait besoin du prédicteur phonétique. Il y a un document que je pourrais vous partager. Celui-ci, c'est les différentes graphies. Donc, pour aider les élèves à choisir les bons sons, avant d'y aller avec un prédicteur phonologique, on pourrait essayer le prédicteur orthographique avec ce document-là comme outil supplémentaire, si on veut. Alors, tu sais, si l'élève veut écrire, je ne sais pas moi, tu sais, fantôme, puis qu'il l'écrit voyons, je me mélange tout le temps avec français puis anglais. Phantom, P-H-A-M. Bon, il l'écrit en anglais, ben, puis qu'il trouve absolument rien, ben là, il peut aller voir graphie du son F. Ah, ben, je pourrais essayer le F au lieu du PH. Fait que ça peut être un outil supplémentaire qu'on donne à l'élève et qui pourrait les aider. Et là, tu sais, il pourrait l'utiliser dans toutes les matières. OK? La graphie des sons, je vous le mets dans le clavardage. Voilà, c'est envoyé. Il y a aussi Mélanie qui a préparé ce document-là. Donc, ça pourrait être une feuille également que vous partagez aux élèves. Donc, pour savoir si l'élève a besoin du prédicteur orthographique ou du prédicteur phonologique. Puis des fois, le tableau des sons, juste ici, là, ça peut leur donner une bonne indication de comment orthographier les mots. Alors, 2 documents que vous allez pouvoir utiliser, mais c'est super important là, de distinguer les deux parce que ça ne répond pas aux mêmes besoins pour les élèves. OK? La synthèse vocale, on en a parlé en lecture. En écriture, les élèves vont pouvoir s'en servir pour vérifier la syntaxe de leur phrase. Donc, s'il manque des mots, par exemple, ils vont l'entendre. Si la phrase est beaucoup trop longue, bien, ils vont l'entendre aussi, si la phrase a 50 mots. S'il n'y a pas de virgule aussi, l'élève va s'en apercevoir. Donc, le discours va être beaucoup plus cohérent. Là. Ça va être plus facile de comprendre. Puis, aussi pour les erreurs de son. Donc, si, par exemple, si on le voit, là, si l'élève a écrit « fâche » au lieu de « vache », bien, il va l'entendre également. Fait que la synthèse vocale vient aider à cet endroit, à ce niveau-ci. Puis, on a le réviseur correcteur. Donc, ça, c'est Antidote, par exemple. Où est-ce que quand les élèves font des erreurs d'accord, soit des accords dans le groupe du nom ou des erreurs de conjugaison, Antidote avec le correcteur orthographique, là, il va aider à corriger à ce niveau-ci. Le prédicteur, les 2 prédicteurs orthographiques phonologiques, ils ne vont pas aider les élèves là, à accorder leurs mots parce que si c'est écrit, par exemple, les fleurs rouges, ben, en tout cas, bref, c'est rouge, il va être prédit au singulier puis il va être prédit au pluriel. L'élève doit faire l'effort de choisir le bon accord. Là, bon, il y a plein d'informations après, là, mais je n'entrerai pas dans les détails. Mais bref, c'est important de savoir quelle fonction d'aide je peux donner aux élèves afin de les aider efficacement. Il y a une autre chose que je veux juste vous montrer parce qu'il y a... C'est sur la trousse numérique. Dans ce document-ci, là, quand je vous disais tantôt que ça me prendrait ça ici. WordQ, Lexibar, si vous avez un élève là, qui utilise Lexibar puis que l'école décide qu'on met tout le monde sur WordQ, ça ne fonctionne pas parce que vous voyez, la version de base de Lexibar offre la synthèse vocale, le prédicteur orthographique, même chose que pour WordQ, puis le vérificateur d'orthographe, dans le fond, c'est juste que quand les mots sont mal orthographiés, il y a un code de couleur qui apparaît. Okay, c'est pas super, c'est pas révolutionnaire, là, mais quand même, c'est là. Alors, WordQ 5, on a la version gratuite pour le centre de services scolaires. Puis la version de base de Lexibar aussi, c'est gratuit. Alors, les élèves auraient le choix d'utiliser un ou l'autre. Lexibar, visuellement, il est peut-être un peu plus attrayant, mais il y en a qui trouvent qu'il est un peu trop bébé. Fait que, c'est vraiment à la préférence de l'élève. Ce n'est pas à la préférence de l'enseignant, ça, c'est super important. Puis il y a la version payante, elle, de Lexibar qui offre le prédicteur phonologique et les illustrations.
Puis ça, c'est pas l'école qui débourse ces frais-là, là, c'est la mesure 3810 qui débourse. Mais tu sais, c'est important, c'est pour cette version payante-là qu'on ne peut pas dire à l'élève, ben je te mets sur WordQ parce que moi, je connais WordQ, tu sais, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça, information, c'est quand même très importante là, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions pour WordQ et Lexibar, puis pour les fonctions d'aide? Juste une question rapide. Ouais. Là, Lexibar puis WordQ, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être, sur exemple, un PC que l'école prête? Est-ce que l'élève peut télécharger ça sur son PC personnel? C'est comment se fait l'accès à ça, en fait? Généralement, là, quand un élève a besoin d'une mesure adaptative technologique, il y a une demande 3810 qui est faite. La demande 3810 là, sert justement, c'est une mesure qui est allouée par le ministère au centre de services. Et puis, on va demander, dans le fond, dans cette mesure-là, à ce que l'élève reçoive un portable. Ça vient avec portable, sac à dos. Après ça, c'est à vous de voir si l'élève a besoin d'un casque d'écoute ou s'il a ses propres écouteurs ou s'il a besoin d'une souris ou s'il est à l'aise avec le trackpad. Fait que, il y a ça qui est en complément. Puis après ça, on va venir ajouter les logiciels qu'on va avoir expérimentés avec l'élève au préalable. Fait que, par exemple, si on dit « Ah, mon élève, je pense que ça pourrait l'aider, la synthèse vocale parce qu'il ne lit pas assez rapidement ou il y a des difficultés. » Fait que là, vous le testez. Vous le testez en français, en lecture, vous le testez en univers social, vous le testez en mathématiques pour voir si l'élève est capable de mieux compléter sa tâche. Une fois que vous avez démontré pas démontré, mais vraiment que vous êtes aperçu que la synthèse vocale a une plus-value pour l'élève, ça aide l'élève à compléter ses tâches dans les temps, ça aide les élèves à avoir de meilleurs résultats. Là, vous faites la demande officielle de 3810. OK. Ça devient l'ordinateur de l'élève pour le temps de sa scolarisation au public. Fait que l'élève, il apporte l'ordinateur à la maison, il le traîne dans ses cours, il peut l'utiliser pour toutes ses tâches s'il le souhaite. Et puis, c'est ça devient son ordinateur à lui. En attendant, pendant la période d'expérimentation, d'habitude, les écoles vont prêter des ordinateurs à l'élève pour faire les tests, pour faire des essais. Puis là, il y a ces outils-là dessus. WordQ peut être installé à grandeur du centre de service. On a une licence commission scolaire, une licence centre de service. Lexibar, comme je vous le disais, Lexibar, la version gratuite, elle est disponible dans le centre logiciel. Fait qu'on peut l'installer sur tous les postes. Puis même à la maison, les élèves pourraient l'installer à partir du site web de Lexibar. Mais il y a la version payante. Le prédicteur phonologique, là, il est 50 $. On ne peut pas s'en tirer. Là. Fait que si vous voulez le tester avec l'élève, il faut vraiment voir. Il faut trouver un ordinateur qui en a un, sinon il faut débourser pour le faire installer sur l'ordinateur. Parfait. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Ça répond à la question. Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Si jamais vous rencontrez des cas d'élèves là, où vous avez des questions, si vous avez accès à une orthopédagogue dans votre école, vous pouvez vous y référer. Des fois aussi, il y a des enseignants ressources qui ont ce dossier-là. Vous pouvez vous référer. Je pense, Émilie, ça fait partie de tes dossiers, si je ne me trompe pas, à Curie-Antoine Labelle. Mais sinon, vous pouvez m'écrire. Là, c'est un de mes fabuleux dossiers. Émilie, tu as une question? Oui, bien, en fait, moi, oui, je m'occupe de ça, mais pour mes élèves en appui, c'est pas moi qui s'occupe de ça de façon générale. L'entraînement, puis tout ça. On a créé des classrooms là, pour mettre des tutoriels pour les élèves, tout ça, parce que, en tout cas, il y a beaucoup de demandes. Là. Mais si vous voulez les partager, là, moi, je suis preneuse. Hein, oui, bien, c'est Linda. Pour les mettre sur la trousse. Tu veux communiquer avec elle, c'est Linda qui a tout ça. C'est elle qui a monté ça. Puis on inscrit à chaque fois qu'on ouvre un plan d'intervention, l'élève, on l'inscrit dans son classroom. Puis elle a fait une prise de rendez-vous via un document en ligne avec l'élève pour faire des suivis. Ah, c'est génial. Linda, son nom de famille, c'est quoi?
Blanchette, je ne me trompe pas. Super. Puis moi, ma question, c'était que, tu vois, justement, hier, en catastrophe, on ferme mon groupe. Cas de COVID, alors tout le monde à la maison. J'allais débuter l'écriture. J'ai des élèves qui ont droit à avoir Antidote, mais qu'à la maison, ils l'ont pas. Je peux pas prêter ces ordis-là de l'école. De toute façon, ils sont limités, puis on en a besoin à l'école. Fait que, est-ce que Antidote, rapidement, on peut envoyer une licence à l'élève pour avancer en ligne? Non, Antidote, non, puis la licence en ligne, là, elle est 100 $ par année par utilisateur. Okay. Fait que, tu sais, Antidote, là, c'est le seul logiciel, honnêtement, qui nous cause problème, dans le sens où si l'élève n'a pas un portable sur lequel le logiciel est installé, on l'a pas. Tu sais, il y a des... Quand on va faire utiliser, par exemple, un doc en ligne, tu sais, Word ou... Heureusement. Mais... On a perdu Moi, j'ai perdu ton son. Peut-être une heure, tu n'entends pas, Mélissa. Ben, tant mieux! Non, mais je disais que c'est dans Word puis dans Doc là, en ligne, il y a des dictionnaires, des correcteurs là, qu'on peut utiliser pour pallier, mais il n'y a pas Antidote. Mais si, par exemple, l'élève a besoin d'installer, il y a un ordinateur personnel à la maison uniquement, on ne lui en prête pas, puis que dans son plan d'intervention, il y a WordQ, vous pouvez demander à vos directions ou vous pouvez m'écrire à moi parce qu'on a une licence... comment ça s'appelle? Privilège maison, qui donne un code d'accès spécifique aux élèves pour qu'ils puissent télécharger WordQ à la maison sur un ordinateur personnel. Puis, dans le fond, la licence, elle est bonne jusqu'à la fin du mois de juin. Après ça, elle se désactive. Fait que ça, si jamais il y a des besoins... Comment? Pour WordQ, on pourrait s'organiser, mais pour Antidote, non. Fait que dans le fond, je vais mettre leur copie de côté. Puis... on va corriger ça. Ils vont corriger ça, passer Antidote quand ça va être... Ils seront de retour. C'est d'où l'importance de faire des demandes 3810. Oui. C'est à ça que ça sert l'ordinateur de la mesure 3810. C'est que les élèves... Puis au secondaire, souvent, on aime mieux pas faire de demande, puis on leur dit je vais prêter l'ordinateur à l'élève, mais après ça, on a des situations où est-ce que l'élève, il peut pas l'amener à la maison. Fait puis il devrait être en mesure de l'utiliser à la maison aussi pour compléter ses travaux, tu sais. Fait que c'est de faire des demandes 3810. Puis avant, on disait, on fait pas les demandes parce que les délais sont de 18 à 24 mois. Ouais. Mais là, en ce moment, avec la nouvelle plateforme, on est à 6 mois. Tu sais, on a pris un peu de retard avec... J'ai des élèves qu'on l'a demandé l'année passée. Puis à cause de la pandémie. Fait que là, on est en attente. Puis il y en a d'autres que moi, je les reçois en appui de 3e secondaire. Puis là, ben, on a ouvert des plans d'intervention, donc on n'en a pas, tu sais, on n'en a pas encore. Mais le délai là, dont tu parles, c'est à cause de la pandémie parce que le STI a dû prendre nos ordinateurs de la 3810 pour utiliser des directions des secrétaires puis tout ça pour qu'on puisse fonctionner quand on était en confinement. Fait qu'on a pris du retard, mais on est à jour dans nos demandes. Là, fait que, tu sais, tous ces élèves-là devraient recevoir leur portable très bientôt. Si tu as des noms en particulier, Émilie, tu peux me les envoyer par courriel, puis je vais faire la vérification, voir si c'est rendu où. OK. Ça va? Merci. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec ça? Sinon, comme je vous dis, vous pouvez toujours m'écrire. Là, c'est mon dossier, fait que il n'y a pas de problème. Patrick, on est rendu à toi. Oui, rapidement, on va passer vite là-dessus. On va s'attarder, mais on va faire vite. Il y a des outils qui sont là aussi dans Google. On va vous montrer vite des outils qui sont présents dans Google et dans les outils Microsoft qui peuvent vous aider aussi. Vous les connaissez peut-être déjà, puis vu que vous avez la présentation, vous allez pouvoir aller les explorer plus tard. Vous avez, là, je suis dans Google, donc dans le document Doc de Google pour faire des traitements de texte. Tout se passe dans outils ici. Vous avez des outils, le fun, ça porte bien son nom. Vous avez exploré. On cherchait le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est pas vraiment ça, c'est plus pour la correction. Quand vous allez dans Explorer, vous avez accès à... Patate, tiens, classique. Vous allez avoir accès directement sur le web. Donc, tout ce qui est web, tout ce qui est image, vous pouvez même chercher dans votre Google Disc les trucs en lien avec ça. Donc, vous avez l'élève peut aller chercher plein d'informations là rapidement. Vous allez avoir aussi la traduction. Traduire en espagnol directement, pouf,
fini. Et puis, qui est là. Et vous avez aussi la saisie vocale qui peut jouer des tours des fois. Saisie vocale, c'est vraiment impressionnant le travail que ça fait. Donc, vous allez pouvoir parler. Et automatiquement, ça va écrire ce que vous êtes en train de dire, pratiquement sans faute. C'est assez impressionnant. Wow. Là, je l'ai mis en plein milieu de mon texte, là. Mais donc, c'est vraiment une saisie vocale qui a de l'allure. Hier, ma fille, j'ai surpris ma fille, elle avait une entrevue qu'elle devait faire le verbatim. Elle a mis 2 ordinateurs un à côté de l'autre. Et puis, à l'entrevue qu'elle disait, l'ordinateur a tout fait la verbatim de l'entrevue au complet. Super bien fait. Fait que non, c'est un outil que les élèves ils ont découvert assez vite puis ils peuvent utiliser facilement. Donc, là, au-dessus, vous allez avoir saisie vocale, traduire. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a 2 extensions qu'on a identifiées qui étaient intéressantes. C'est le premier, c'est Claro Read, qui est ici. Ce qui permet, ça va permettre de mettre des... encore là, c'est une saisie vocale. Regarde ici, je l'ai clashé ici. Ça va pouvoir lire. Mais là, il y a quelque chose dans mon navigateur, je vous l'avoue, là, que dès que je souligne quelque chose, il lit directement. Ah non, il ne lit pas. Tant mieux. Il contient la plupart du temps des cartes du monde, les drapeaux des pays et d'autres informations. Donc, on va pouvoir ici faire lire. C'est super le fun pour un élève qui vient d'écrire un texte pour pouvoir se faire lire, pour voir s'il manque des mots, si la structure est bonne. En se le faisant lire, c'est agréable. Et Mélissa, je connais moi est-ce qu'on peut enregistrer? Non, avec... qu'est-ce que tu veux dire, enregistrer? Claro Read, là, dans le fond, c'est une synthèse vocale. Et là, qu'est-ce que j'ai avec les documents? Je vais modifier les accès. C'est que ce qui est le fun avec Claro Read, c'est qu'on peut l'utiliser sur, dans le fond, n'importe quelle page qu'on ouvre dans Chrome. Fait que l'élève peut sélectionner n'importe quoi, là, mais c'est vraiment une synthèse vocale. Ça va lire le texte que tu as choisi. L'autre, c'est pour faire du ménage. On appelle ça une page web, mais souvent du bruit, comme celle-là ici. Vous allez avoir de la pub, vous allez avoir des liens vers d'autres articles. Ce qui va bien. Puis les autres navigateurs comme Firefox ou bien Safari, il est intégré dans le navigateur, mais Chrome, ils ne l'ont pas, ça, de faire du ménage sur la page. Fait qu'il faut télécharger l'application qui s'appelle Read Mode. Et si on clique là-dessus, vous allez voir, ça fait vraiment un ménage. Le texte reste là. Il n'y a plus de bruit autour, il n'y a plus de trucs pour déranger. Et il y a même encore là, il y a une synthèse vocale. Fait qu'on peut aller cliquer là-dessus, ça peut lire l'article au complet. On peut même aller changer quelques paramètres pour les dyslexiques, pour plusieurs. On peut changer de thème, on peut changer la police si c'est moins facile, la grosseur. C'est vraiment pour adapter ton texte sur Internet. Quand on trouve des trucs le fun, on peut jouer avec ça. Donc, ça, c'est pour les outils de Google. Et puis, Doc, ce qui est vraiment la force de Doc, de Word, les outils Microsoft, il y a la dictée, la même chose. Et ici, il y a la même chose que saisie vocale qui est là. Donc, on peut aller dire ce qu'on a à dire, puis il va tout l'écrire sans faute. Vous avez la traduction qui est possible aussi. Je crois qu'elle est dans... La traduction est dans les mises en page, référence, insertion. Je l'ai oublié, je l'ai perdu. C'est pas grave. Ce que je veux vous montrer, c'est dans affichage, lecteur immersif. Ça, c'est vraiment le fun avec nos élèves. J'ai cliqué sur affichage, lecteur immersif, et si je tombe en mode lecture, je tombe en mode lecture, et là, je vais avoir le lecteur immersif qui est ici. Encore là, il va y avoir une synthèse vocale. Et puis, ce qui est le fun, c'est que, regardez, il sépare vraiment, là, c'est vraiment pour le primaire, cette fois-ci, là, on a des options ici qu'on peut enlever. On peut aller séparer les syllabes, ça peut-être pas au secondaire. On peut aller différencier, donc il va reconnaître tous les noms, verbes, adjectifs, adverbes qu'il va mettre en couleur. On peut les activer ou pas. Et puis les étiquettes aussi, donc il va écrire au-dessus du mot qu'est-ce que le mot est à chaque fois. On peut aussi ajouter dans les préférences pour augmenter l'espace entre les lettres, changer la police ou même changer le thème selon les problèmes de vision. Et il y a aussi le focus de ligne, donc si le texte est assez grand où on peut lire, donc en faisant la synthèse vocale. Un dictionnaire est un livre épais dont les pages nous fournissent les définitions de tout. Il va pouvoir nous cibler une page
Les élèves, des fois, ils vont se perdre. Là, donc, ça va focuser au bon endroit. Il y a l'imagier aussi, donc il va pouvoir nous mettre des images au-dessus des mots. Et on peut choisir la langue. Fait que là, il y a une traduction aussi en plein de langues qui peut se faire. Par mot document. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est ça. Donc, chaque mot, il va avoir la traduction qui est là. C'est un petit tour rapide des outils qui sont disponibles autant dans Doc que dans Google. Il y en a d'autres aussi, là. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous pouvez les nommer. Mais c'est une affaire que les élèves ont vite découvert. Ça serait le fun. C'est le fun de leur montrer aussi.